Zidane l'appelle en personne, Deschamps lui promet l'avenir des Bleus et pourtant il dit non à la France. Si à 18 ans il était le meilleur contre le Brésil, la vérité c'est que Ayoub Boadi n'aurait jamais dû jouer pour le Maroc. Pourtant c'est bien avec eux qu'il dispute ce mondial. Alors voici comment la fédération marocaine a réalisé le plus gros braquage de l'histoire du football. Avant de comprendre comment un braquage est réalisé, il faut déjà connaître la valeur de ce qu'on s'apprête à dérober. Pour ça, il faut remonter quelques années en arrière. Un petit garçon vient de voir le jour, son nom, Boadi, son prénom, Ayoub. On est à Senlis dans l'Oise, quelques kilomètres plus loin, à Creil dans le petit quartier du Plateau, va grandir le jeune Ayoub. Il vit ses premières années paisiblement dans sa famille marocaine, au sein de laquelle il va vite se distinguer par son calme, sa discrétion et surtout sa joie de vivre. Son père, Hassan Boadi, lui transmet très tôt le goût de l'effort et du sport collectif. Avant de tomber amoureux du ballon rond, il exprimera cet amour en faisant ses débuts à l'AFC Creil, le club du coin, mais très vite, il se passe quelque chose d'étrange sur le terrain. Le jeune joueur a un problème et les éducateurs font tous le même constat, ils n'ont jamais vu ça. Vision, technique, rapidité d'exécution, il est inarrêtable. Alors il va enchaîner les catégories en étant toujours surclassé. De là, les premiers clubs pro commencent à s'intéresser à son profil, puis tout va basculer. En 2021, alors âgé de 14 ans, il débarque à Luchin, le centre de formation du LOSC. Et on ne parle pas de n'importe quel centre, il a formé des joueurs comme Eden Hazard, Lucas Digne, Lenny Yoro et j'en passe. Des conditions qui semblent parfaites pour se développer en tant que jeune joueur, mais attention, ses parents vont lui mettre une clim et lui faire enregistrer un mot qui va être déterminant dans sa jeune carrière. Ce mot, c'est l'éducation. Hors de question de ne pas accorder d'importance à l'école. Et ça se comprend, être en centre ne veut pas dire signer pro. 5%, c'est le pourcentage de joueurs qui parviennent à décrocher le fameux contrat au sein d'un centre. Alors le jeune Ayoub va faire quelque chose qui va choquer tout le monde. Il ne va pas être bon en cours, il va être excellent. Il saute une classe et poursuit sa scolarité avec un an d'avance, décroche un bac S mention très bien avant de participer à un concours d'éloquence entre centres de formation à l'Elysée, qu'il remportera devant Brigitte Macron en personne. Dis-toi que même elle était choc-barre de son discours ce jour-là. Et il y a de quoi, il réalise tout ça alors qu'il n'est encore qu'un 2007. Mais le pire avec ce joueur, c'est ce qu'il fait à côté, car si à l'école c'est easy pour lui, le foot aussi. Positionné en milieu récupérateur, il est constamment surclassé et son niveau est tellement abusé que le LOSC lui fait signer son premier contrat pro à seulement 15 ans. À la clé, 3 saisons de contrat jusqu'en juin 2026. Personne à ce moment n'imagine encore à quel point cette date allait devenir symbolique. Et ce genre de moments, c'est exactement ceux qui font que n'importe quel jeune prendrait la grosse tête jusqu'à perdre les pédales, mais pas Ayoub. Vous avez une maturité à votre âge qui est impressionnante aussi. Ouais, après, je pense que c'est la manière dont j'ai été éduqué. On m'a toujours appris à rester calme, et ne pas vouloir aller trop vite. Juste en l'écoutant parler, tu comprends que ce mec est différent. Malheureusement, je ne t'ai pas tout dit, car oui, s'il est excellent en club et à l'école, il est encore meilleur dans un domaine bien plus important, la sélection. Avec les jeunes de l'équipe de France, il performe tellement qu'il se voit aussi surclassé jusqu'à devenir capitaine du vestiaire sur certains matchs. Mais pendant ce temps, la sélection marocaine commence à s'activer, car oui, si le jeune crack a la double nationalité, il enchaîne toutes les catégories sous le maillot tricolore. Ils vont donc préparer une stratégie bien rodée pour tenter de le récupérer. Mais on y reviendra un peu plus tard. Car malgré ses excellentes perfs, dans le foot tout va très vite et un beau jour, tout va se renverser. C'est officiel, finito le centre de formation pour le jeune joueur. Désormais, il jouera avec l'équipe réserve du club. Donc s'il paraissait intouchable, désormais il paraît limite invincible. Car oui, là on parle d'un gamin de 15 ans qui joue en National 2, anciennement le 4e meilleur niveau du football français. Comme à son habitude, il performe et enchaîne les matchs. Sa toute première rencontre de National se déroule en septembre 2023 contre la Jeanne d'Arc de Drancy et se solde par un triomphe 4-0. Finalement, comme dirait un grand homme, Ayoub, tu ne lui parles pas d'âge. Si son ascension paraît déjà immense, elle ne fait pourtant que commencer. À tout juste 16 ans et 3 jours, en octobre 2023, il brise un nouveau record en devenant le plus jeune joueur de l'histoire à disputer un match de Coupe d'Europe face au club de Klagenfurt en Conference League. Il pulvérise ainsi le précédent record qu'on croyait pourtant intouchable, celui de Youssoupha Moukoko. Puis à côté, il va aussi faire ses débuts en championnat français contre le Stade Brestois. Et là, le constat sur son niveau est inquiétant. Tous les observateurs se disent la même chose. Mais d'où sort ce gamin? Son intelligence de jeu, sa prise d'info
info, son sang-froid, même sous pression, il fait tout mieux et plus vite. Mais rapidement, un homme va mettre les choses au clair. L'entraîneur des Dogs à cette époque, Paulo Fonseca, a bien conscience du talent qu'ils ont sous les yeux, mais il sait aussi qu'une carrière ce n'est pas un sprint mais un marathon. Il va alors le lancer progressivement dans le bain en le faisant jouer seulement quelques rencontres. Pour te donner un ordre d'idée sur cette première saison, il disputera tout de même 9 matchs de Ligue 1, 6 matchs de Conference League et 3 matchs de Coupe de France, soit un total d'environ 700 minutes avec les pros. Un joueur de son âge, même dans les centres de formation les plus prestigieux, jouant encore avec la réserve ou les U19, même les plus talentueux ne dépassent pas les 100 minutes en pro sur une saison entière, sans compter que lorsqu'il intègre le groupe pro, il est encore à l'école. Après son bac, il fait le choix de poursuivre avec une licence de maths à distance. C'est là que tu comprends qu'il est vraiment à part. Et la saison suivante, le franco-marocain va voir sa carrière s'envoler. Terminado les quelques matchs, désormais il est titularisé. Et ça, même dans des rencontres cruciales. Entre-temps, Bruno Genesio a pris les commandes de l'équipe première, succédant à Fonseca parti tenter sa chance à l'AC Milan. L'entraîneur français va en profiter pour lui faire un beau cadeau d'anniversaire, le jour de ses 17 ans, en l'alignant d'entrée de jeu en Champions League face au club merengue. Un cadeau plutôt sympa, on est d'accord. Le plus fou, il va réaliser un match qui va choquer la planète entière. En face au marquage, on ne parle pas de merguez, on a des Bellingham, Tchouaméni ou encore Camavinga. Lui, à 17 ans, c'est seulement son deuxième match de Ligue des Champions de sa jeune carrière. Le résultat, une victoire 1-0, 43 passes réussies sur 44 tentées, et cerise sur le gâteau, un face-à-face avec son idole d'enfance, Luka Modric. Ce soir-là, il réalise une performance qui va faire beaucoup parler, et l'Europe entière se pose la même question, mais qui est ce gamin? L'entraîneur n'a d'autre choix que de le réaligner dans la compétition. Il sortira notamment des masterclass contre d'autres top clubs européens, et en Ligue 1 c'est la même histoire. Il joue 24 matchs sur 28 possibles, alors que pour rappel la saison dernière il avait seulement 9 petites apparitions à son compteur. Si son temps de jeu augmente, ses stats aussi. Sur la saison, c'est 88% de passes réussies, 55% de duels remportés et seulement 2 jaunes pour 0 rouge. Ouais, tu as bien entendu, il n'a pris presque aucun carton, et crois-moi, pour un milieu, c'est bien plus que rare, ce qui prouve bien son énorme intelligence. À l'automne 2025, il se voit même classé 9e au Trophée Copa, le trophée que France Football remet chaque année aux meilleurs joueurs de moins de 21 ans. Forcément, avec un tel niveau, ce ne sont plus seulement les clubs qui se battent pour l'avoir, car dans l'ombre, une guerre silencieuse est en train de se jouer pour son avenir, qui ne se joue pas sur un terrain, mais dans les bureaux de 2 fédérations. Au fait l'équipe, si vous kiffez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me spam ce bouton like et boost, et surtout abonnez-vous, trop peu le font, et moi ça m'aide énormément pour continuer de vous régaler. Merci les boss. 4 ans et 20 sélections, voilà les chiffres d'Ayoub avec les Bleuets. Autant dire que ça fait pas mal de temps passé sous le maillot tricolore. Tout commence en octobre 2022, première convocation avec l'équipe de France des moins de 16 ans pour une double confrontation amicale contre les Pays de Galles. Lors du deuxième match, il s'illustre déjà et inscrit même le 3e but de la rencontre. L'année suivante, il dispute le mythique tournoi de Montaigu et marque face à la Guinée, puis face au Danemark. Au total, entre 2022 et 2023, il dispute 8 matchs pour 3 buts avec les U16, alors qu'il joue milieu défensif. Et puis vient un épisode qui, avec le recul, ressemblerait presque à un signe du destin. En octobre 2024, il est sélectionné avec les U20 pour un match amical contre les moins de 20 ans du Maroc, qui se soldera par une victoire de la France. Eh oui, dire que Ayoub a battu le Maroc avec le maillot bleu, alors que quand on connaît la suite, ça paraît limite fou. Mais s'il gagne autant en jeune et qu'il est aussi performant, c'est aussi grâce à une chose, l'équipe. On l'a vu par exemple avec le PSG ces dernières années, sans le collectif, une équipe n'est plus la même. En bref, on se dit que s'il s'épanouit autant dans cette équipe, il va forcément continuer son parcours chez les Bleus. Tout le monde se dit que c'est bon, on a déjà trouvé la future relève au milieu. Mais pendant tout ce temps en coulisses, se préparait quelque chose qui s'apprête à tout chambouler. On a largement discuté avec Ayoub, c'est un produit purement marocain qui a la culture marocaine. Si Dieu le veut, le Maroc sera fier de son petit et le petit sera fier de porter les couleurs de l'équipe nationale. Cette déclaration du président de la fédération marocaine retentit comme un coup de canon en décembre 2024. La vérité, derrière ces propos et cette assurance se cache un véritable empire où tout est calculé. Car oui, le Maroc a déjà tout prévu pour convaincre les binationaux comme Ayoub, mais pour le comprendre, il faut remonter quelques années en arrière. En 2004, les Lions de l'Atlas
l'Atlas se hisse en finale de la CAN. Et écoute bien, ce sera la seule finale qu'ils disputeront avant un bon moment, puisqu'entre 2000 et 2010, le pays est incapable de réaliser un parcours même respectable dans la compétition. Attends, on me demande dans l'oreillette leur parcours à la Coupe du Monde sur cette période. C'est simple, il y en a pas. Pendant de nombreuses années, ils ne parviennent même pas à se qualifier. Marre d'être vus comme le clown de la nation africaine, la FRMF, plus connue sous le nom de Fédération Royale Marocaine de Football, va tout reconstruire avec des objectifs clairs, se qualifier systématiquement pour la Coupe du Monde, gagner la CAN et devenir une puissante nation africaine. Leur stratégie, aller chercher les meilleurs joueurs. Ok, c'est bien beau tout ça, mais quels sont leurs moyens? Car oui, le petit Ayoub, vu son niveau, il va falloir le convaincre. C'est à ce moment que ce monsieur, Fouzi Ledja, président de la fédération, entre en scène. Et ce monsieur est fort, même très fort. Il a travaillé méticuleusement sur un plan redoutable, tellement bien pensé qu'il va révolutionner toute la sélection. Basé sur 4 leviers, il mise d'abord sur le scouting. En gros, un bête de recrutement dont le but est simple. Avoir une armée de recruteurs en Europe pour ne laisser passer aucun talent. Après, comment ne pas citer ce complexe de salopards, excuse-moi du terme. Mais tout ce que tu vois là, c'est là où s'entraînent les sélections nationales du Maroc. Terrain synthétique, en herbe, piscine à foison, salle de muscu, dernière machine technologique. Ce complexe, plus connu sous le nom de Mohamed VI, a vu le jour en 2009 et il est capable de rivaliser avec les meilleurs d'Europe. Mais c'est bien beau tout ça, si tu veux porter la tunique des Lions de l'Atlas, ce n'est pas pour venir enfiler des perles, c'est pour remporter des titres. Et ça tombe bien, avec leur récent parcours dans les compétitions, ils parviennent à convaincre de plus en plus de jeunes joueurs. Ce levier, on l'appelle le levier sportif. Et le dernier levier est sans doute le plus important. Ce sont les parents, car s'ils ne sont pas d'accord, tous les moyens ne servent à rien. Ça tombe bien, notre cher Fouzi Ledja va organiser tout un travail de fond près des familles, car oui, dans la culture maghrébine, leur accord est crucial. La sélection va donc jouer sur le levier dit émotionnel. Chacun de ces leviers a son importance, mais mis bout à bout, il ne laisse aucune chance aux autres sélections de conserver leur talent. Derrière cet empire se cache aussi un autre secret, les protagonistes. Car oui, tout ça ne va pas se diriger tout seul. Et le premier, c'est ce monsieur, le roi du Maroc. Il finance l'académie et intervient personnellement pour convaincre des joueurs, comme avec Brahim Diaz, quand il hésitait entre la Roja et les Lions de l'Atlas. Ensuite, on a le directeur technique qui structure toute la détection et la formation des jeunes. Et pour finir, on a évidemment le président de la fédération qui a fait changer cette sélection de dimension. Si tu te demandes si tout ce plan fonctionne, la réponse est oui et à merveille. Le Maroc au mondial, c'est presque une équipe entière composée de joueurs de 2 nationalités, 19 sur 26, soit la 3e nation avec le plus de binationaux dans toute la compétition. Mais le cas Boadi, lui, est différent parce que cette fois, en face, ce n'est pas qu'une fédération random qui regarde son talent filer sans réagir. On parle de l'équipe de France et elle ne compte pas le laisser partir sans se battre. En décembre 2025, à la veille de la CAN, Ledja réaffirme publiquement lors d'une conférence de presse que le dossier avance dans le bon sens pour le Maroc. La réponse française, elle ne se fait pas attendre, car si Deschamps estime que c'est au joueur de choisir et qu'il est libre, le GOAT, lui, intervient. Étant pressenti pour reprendre les Bleus après Deschamps, il s'implique personnellement en contactant directement l'entourage du joueur. Quand c'est Zizou qui t'appelle en personne, crois-moi, ça a dû lui faire quelque chose. Mais en face, le Maroc revient à la charge. En mars 2026, après la nomination de Mohamed Warbi, le clan marocain ne se contente plus d'appels téléphoniques ou de déclarations à la radio. Warbi et Ledja se déplacent en personne pour assister à un match du LOSC et profitent du déplacement pour s'entretenir directement avec le joueur et sa famille. Et là, la balance commence définitivement à pencher. Le 1er mai 2026, l'équipe officialise l'information. Le choix est fait pour le jeune joueur. Ce sera le Maroc. Et le 15 mai, la FRMF reçoit la décision de la FIFA qui valide officiellement le changement de nationalité sportive d'Ayoub Boadi. Puis c'est au tour de la sélection marocaine d'officialiser sur les réseaux la nouvelle. Mais dans toute cette histoire, le joueur tient lui-même à nuancer les choses. Il rappelle son attachement à ces 2 pays, sa fierté de ses racines marocaines, tout autant que son parcours avec les Bleus. La finalité, quant à elle, reste la même. Il vivra son premier mondial avec le Maroc. Ça y est, le CAS vient officiellement de se conclure 26 petits jours avant le début de ce mondial. Pendant que Zidane et Deschamps regardent impuissants un de leurs grands espoirs filer dans une autre sélection, le Maroc célèbre une victoire qui dépasse largement le simple cadre sportif. Mais attention, cette bataille ce n'est que la première moitié du problème, parce que maintenant que le choix est fait, il va falloir l'assumer sur le terrain, mais surtout devant le monde entier.
Mais il y a un détail qui change tout. Avant de s'envoler pour l'Amérique, il faut savoir que le franco-marocain n'a disputé que 2 petites mi-temps avec l'équipe A du Maroc. Autrement dit, la jeune pépite va disputer son premier mondial avec quasiment aucune expérience internationale. Désormais, la question que tout le monde se pose, aura-t-il les épaules pour assumer cette responsabilité? Car oui, en plus de son choix fort, il va devoir être au niveau. Un mondial, c'est tous les 4 ans, donc crois-moi, s'il y a bien une compétition où tu n'as le droit à aucune erreur, c'est celle-là. Surtout qu'on n'a jamais vu un mondial comme ça. Bien plus de nations que les précédentes, plus de pression, plus de matchs et surtout plus de chances d'échouer. Le format, lui, ne pardonne rien. 12 groupes de 4 équipes, seulement les 2 premiers de chaque poule qualifiés directement pour les 16e de finale et 8 places supplémentaires réparties entre les meilleurs 3e, ce qui veut dire un seul faux pas et cher payé. Pour un gamin de 18 ans qui dispute son premier tournoi officiel, la marge d'erreur est donc proche de 0, sans parler de toutes les conditions autour. Long déplacement, conditions climatiques compliquées, contexte géopolitique tendu, des circonstances compliquées dans lesquelles il va devoir performer. Car oui, il doit performer. On pourrait penser que s'il avait choisi de jouer en France, il aurait eu bien plus de pression, mais les gens ont tendance à oublier le statut du Maroc dans ce mondial. Classé 8e au classement FIFA, elle ne doit pas juste passer les poules, elle doit tout gagner. Ayoub débarque donc dans une grosse nation qui a beaucoup changé, mais surtout où l'on attend un résultat. Et dans cette équipe, c'est pas n'importe quel poste qu'on lui confie. Aux côtés de Naïl Naoui, Bilal Erranous et Asdinou Naï, il forme ce que plusieurs observateurs appellent déjà le quatuor magique du milieu de terrain, celui qui doit faire la différence dans les matchs serrés. En bref, une sacrée responsabilité, surtout que participer à un âge aussi jeune, ce n'est pas juste rare, c'est presque du jamais vu. Depuis 1930, année de création de la Coupe du Monde, seulement 32 joueurs de cet âge ont disputé la compétition. Bon, cette année avec tous les cracks qui ont émergé, c'est un peu différent. Après, la vérité, si Ayoub en est arrivé là, à ce mondial, c'est aussi qu'on lui fait confiance. Surtout cet homme, dis-toi qu'il n'est arrivé que 3 petits mois avant le début du mondial. Et c'est justement sa philosophie qui change absolument tout pour Boadi, contrairement à un Deschamps qui privilégie la stabilité avec les cadres et quelques jeunes bien choisis. Warby préfère construire un groupe neuf avec beaucoup de jeunesse. Sur le papier, c'est un énorme pari. Dans les faits, c'est aussi une stratégie qui peut s'avérer très payante. En bref, Ayoub porte le maillot qu'il souhaite, a la confiance du coach et le niveau, au fond, nous semble aligné. Mais l'enjeu se situe bien au-delà des terrains. Derrière chaque sélection d'un binational se joue une partie de la stratégie d'un pays qui a investi massivement dans le football pour préparer 2030, année où ils co-organiseront leur propre Coupe du Monde. Un joueur comme Boadi, capable d'avoir choisi le Maroc alors que la France lui tendait les bras, ça vaut bien qu'un simple recrutement sportif, c'est une victoire d'image. Tout se joue donc maintenant. Cette Coupe du Monde 2026 va-t-elle révéler Ayoub au monde ou le confronter à sa première grande désillusion? 3 nations, 3 histoires différentes et surtout 3 beaux matchs. Et la première opposition va vite donner le ton car les Marocains seront opposés aux Brésiliens, la plus grosse équipe de leur poule. Même si ce n'est pas le Brésil d'autrefois, ça reste un adversaire à ne pas prendre à la légère car eux, cette Coupe du Monde, ils l'ont remportée. 5 étoiles sur le maillot, ce n'est pas rien. Alors le franco-marocain sera-t-il à la hauteur pour ce premier gros choc? MetLife Stadium, le même stade qui accueillera la finale le 19 juillet. Et face à un milieu d'expérience, à seulement 18 ans, il va clore tous les débats. Il domine le milieu de terrain à lui tout seul, il sort du pressing, élimine des joueurs, trouve les bonnes passes dans les bons espaces. Il est intouchable, le plus choquant. Même après une saison pleine en club, il semble infatigable et parfaitement préparé. C'est comme s'il avait 10 ans de plus que son vrai âge, tellement que sa performance paraît presque irréelle. En plus de son excellente complémentarité avec Naïl Naoui au milieu, c'est aussi tout le collectif qui s'illustre, notamment en menant le Brésil avant de se voir rejoindre au score. Dire qu'en 2018, il était encore en Russie avec ses parents en tribune pour soutenir le Maroc, et ce soir du 14 juin 2026, il est bel et bien présent sur la pelouse pour réaliser une prestation qui laissera tout le monde sans voix. Même si c'est l'attaquant brésilien qui a été élu homme du match, les médias sont tous d'accord, le jeune crack aurait dû remporter le trophée ce soir-là. Les journaux lui consacrent même un portrait entier dans les jours qui suivent. Malgré l'euphorie autour de sa prestation, tout cela ne lui fera ni chaud ni froid, car lui il est déjà focalisé sur le prochain match. Et pour cette deuxième opposition, les Lions de l'Atlas affrontent les Écossais, une équipe qui sera impuissante face à la puissance marocaine. Sur le terrain, il livre une véritable masterclass. Certains consultants emploient même le mot dantesque pour qualifier l'association entre les deux milieux marocains. Car oui, sur ce match, le jeune phénomène assure le sale boulot, il couvre les montées des autres, casse les actions, assure les projections, une prestation individuelle
individuelle très réussie, même si le Maroc ne s'impose que 1-0. Pendant ce temps, sur les statistiques officielles de la compétition, un nom revient, celui de Bouhaddi, déjà cité parmi le top 10 des joueurs ayant couru le plus de kilomètres sur la totalité du tournoi. À cet instant, les Marocains se retrouvent alors à la deuxième place avec 4 points, à égalité avec le Brésil, mais légèrement derrière à la différence de but. Lors du dernier match, il faudra non seulement assurer la qualification, mais aussi tenter d'arracher la première place au Brésil, qui joue l'Écosse au même moment. Face à Haïti, le sélectionneur fait le choix de préserver le crack, une décision qui confirme déjà l'importance du joueur dans le groupe après seulement 2 matchs. Le match, lui, est loin d'être une formalité. Haïti, qui dispute sa première Coupe du Monde depuis 74, ouvre même le score dès la 10e minute. Le Maroc doit revenir 2 fois au score avant de finalement faire basculer la rencontre dans le Money Time en s'imposant 4-2. Le Maroc termine donc la phase de groupe à la 2e place avec 7 points, à égalité parfaite avec le Brésil. Seule la différence de but départage alors les deux sélections. Mais au moins c'est fait, les Marocains valident leur ticket pour les 16e de finale. En l'espace de 3 matchs, Ayoub Bouhaddi est passé de statut de jeune très prometteur à celui du futur grand joueur à absolument suivre. Mais attention, ce n'est que la phase de groupe. Si le plus dur semble être fait, les Pays-Bas comptent bien tout donner pour les éliminer. Le 29 juin 2026, dans la chaleur mexicaine, le Maroc entre dans une autre dimension. Jusqu'ici, les Lions de l'Atlas avaient su impressionner, mais la vraie Coupe du Monde commence ici et pas face à n'importe qui. Car oui, les Pays-Bas ont terminé premiers de leur groupe, avec notamment une large victoire contre la Suède, et leur maîtrise collective fait forte impression. En bref, on parle d'une nation historique qui a déjà été finaliste de 3 Coupes du Monde, avec un vestiaire rempli de joueurs évoluant dans les plus grands clubs européens. Le Maroc affronte un gros, sauf que quelque chose d'intriguant va se produire, et ce, même avant le coup d'envoi. Ronald Koeman, le sélectionneur néerlandais, prend une décision qui en dit long. Pour contrecarrer l'attaque marocaine, il change totalement son système tactique. Il passe à une défense à 3 afin d'étouffer avec un surnombre, quitte à déséquilibrer son attaque. Ce changement tactique a un nom dans le football, on appelle ça jouer avec la peur. Les premières minutes du match le confirment, le Maroc prend le jeu à son compte, ils imposent le rythme, saturent l'entrejeu, avec un gros pressing. Les Pays-Bas, eux, défendent, attendent, essayent de survivre sur les quelques contres, mais ce double pivot El Ainaoui Bouhaddi fait très mal. Mais le football est parfois cruel, car dominer, ce n'est pas gagner. À la 72e, Cody Gakpo trouve le chemin des filets, c'est un véritable coup de massue qui s'abat sur le peuple marocain. Mais Bouhaddi et ses coéquipiers ne lâchent rien et se battent sur chaque ballon avant qu'à la 90e, tout ne bascule. Celui qui avait été critiqué par tout un peuple vient finalement sauver son équipe, et à partir de là, les Hollandais vont vivre un véritable cauchemar après une prolongation très compliquée. Ils vont complètement s'effondrer. Après cette victoire, tout le monde parle d'Issa Diop, de Bounou et de ses arrêts décisifs. Mais faut pas l'oublier, ce qu'a fait ce jeune de 18 ans ce soir-là est exceptionnel. Il a tenu le milieu, le rythme, les attaques offensives. C'est ce joueur de l'ombre qui permet à des Brahim Diaz et Hakimi de prendre des risques et de monter. Si cette victoire s'est faite dans le dur, la rencontre suivante, les Marocains vont impressionner le monde entier. Si sur le papier ça pourrait ressembler à un match déjà gagné, c'est loin d'être le cas. Ce Canada est bien différent. Ils ont déjà réalisé l'exploit de passer les poules pour la première fois de leur histoire, mais viennent aussi de remporter leur premier match à élimination directe. Ils débarquent sans rien à perdre, tout en étant à domicile, et c'est là que l'entraîneur canadien va construire quelque chose de redoutable tactiquement. Car face à cette équipe marocaine, un 4-4-2 solide qui tient bien en place, et dès qu'un ballon touche le pied d'Hakimi, de Mazraoui, d'El Ainaoui ou de Bouhaddi, le pressing se déclenche immédiatement. La première mi-temps devient alors un véritable enfer du côté des Lions de l'Atlas. Une première mi-temps tendue qui se solde sur un nul. Mais au retour des vestiaires, le sélectionneur réaxe le positionnement de Bouhaddi et à partir de là, tout va basculer. Le joueur semble métamorphosé, récupération, projection, couverture défensive, il reprend totalement le contrôle de l'entrejeu. Et c'est ça la marque des grands, la capacité à s'adapter en très peu de temps. Raimi entre en jeu et fait mal dans la profondeur, le Canada va commencer à s'ouvrir, puis tout va vite s'enchaîner. Unai inscrit un doublé incroyable avant que Raimi vienne clore le match. La performance collective de cette deuxième mi-temps restera comme l'une des meilleures du tournoi. Et sachez que c'est fait, le Maroc est en quart, l'odeur de la revanche commence à émerger
émerger tout doucement, car là on parle d'un match que tout un peuple attend depuis 2022. Même si le niveau des Bleus est effrayant, les Lions de l'Atlas n'ont peur de rien et attendent cette opposition avec impatience, d'autant plus que l'enjeu ne se limite pas au plan collectif. Pour la jeune pépite, c'est peut-être l'une des rencontres les plus importantes de sa carrière, surtout au vu de son histoire avec les deux nations. Après, comme dirait le proverbe, les grands joueurs sont présents dans les grands rendez-vous, alors sera-t-il à la hauteur face à l'une des meilleures nations du monde? Sous une chaleur étouffante à Boston, dès le coup d'envoi, quelque chose va très vite devenir évident. Le Maroc n'arrive pas à exister. Les 4 monstres offensifs français pressent et jouent leur vie sur chaque ballon. Les Lions de l'Atlas peinent à sortir proprement de leur moitié de terrain. À chaque tentative offensive, le pressing français est là. Et Boady dans tout ça, dès qu'il touche le ballon, Doué ou Koné surgissent, lui laissant à peine le temps d'orienter son contrôle. Pour la première fois du mondial, le crack du LOSC se retrouve dominé. Surtout que côté français, le double pivot au milieu mange complètement les 3 milieux marocains. Et ça va être ça du début à la fin. Les chiffres sont sans appel. À la mi-temps, la France a tenté à 13 reprises, tandis que le Maroc n'a pas eu une seule occasion. C'est comme s'il n'avait même pas joué cette première mi-temps. Puis en deuxième vient l'ouverture du score. Et à partir de là, ces Marocains savent que chaque tentative offensive sera un contre mortel, alors ils se replient encore plus et la France en profite. Quand le coup de sifflet final retentit, les observateurs sont tous unanimes, le score est même gentil pour le Maroc. Pour Boady, cette rencontre a un goût particulièrement amer, pas parce qu'il a mal joué, mais parce que dans cette équipe dominée collectivement, personne n'aurait pu sortir un grand match. Après, il reste une chose que personne ne peut lui enlever, à 18 ans, il a disputé un sacré premier mondial. L'histoire du jeune crack est loin d'être terminée. Elle ne fait au contraire que commencer. La première certitude, c'est que désormais, on ne le découvre plus. Après ce premier mondial que l'on peut juger comme une réussite, plusieurs observateurs le comparent déjà à des légendes comme Pogba, Verratti ou même Makelele. Et ce genre de comparaison veut dire une chose, ses adversaires vont devoir s'adapter pour l'empêcher de jouer. On l'a bien vu sur le match face au Brésil, le milieu de la Seleção était inexistant à cause de lui. Côté club, le dossier Boady est devenu l'un des plus brûlants de l'été. Sous contrat jusqu'en 2029, sa valeur marchande officielle tourne autour de 50 millions, sauf que Lille viserait entre 70 et 100 millions. Et la liste des potentiels intéressés est bien longue. Signe que personne à Lille ne se fait vraiment d'illusions sur l'avenir de la jeune pépite. Le club aurait déjà commencé à étudier des profils pour le remplacer. En tout cas, Boady reste fidèle à lui-même. Interrogé après le match du Brésil sur tout cet emballement, le joueur répondait être heureux de l'intérêt suscité, mais reste concentré uniquement sur la Coupe du Monde. Exactement le même garçon qui à 15 ans savait déjà garder son sang-froid et la tête sur les épaules. Et puis derrière tout ça, il y a aussi tout ce qu'on voit pas, car il poursuit toujours sa licence de mathématiques. Il l'a lui-même expliqué en conférence de presse. Continuer à étudier permet de garder l'esprit en éveil et les maths l'aident à mieux comprendre le jeu sur le plan tactique. Dis-toi que quand il était encore chez les Espoirs en bleu, ce sacré Ryan s'amusait même à le surnommer Einstein. Au final, c'est sans doute ce qui est le plus marquant chez lui. Depuis Creil, où il a grandi, il n'a jamais eu besoin de la lumière pour exister, car il reste un joueur de l'ombre qui continue son bout de chemin dans son coin. Pour finir, sur le plan international, son histoire elle est désormais liée à un pays tout entier. Le Maroc ayant de belles perspectives avec notamment la prochaine Coupe du Monde en 2030. D'ici là, Boady n'aura que 22 ans, largement le temps de devenir l'un des visages de ce projet. S'il continue sur cette trajectoire, il pourra disputer 3 voire 4 Coupes du Monde sous le maillot des Lions de l'Atlas. Probablement bien plus qu'il en aurait disputé sous le maillot bleu, où la concurrence est plus féroce. Alors, ce braquage était-il une bonne idée? Du côté marocain, c'est une évidence. Il est la preuve que la stratégie des binationaux fonctionne à plein régime. Du côté français, la réponse est forcément plus amère, surtout si le jeune crack continue sur cette pente. Mais au fond, peut-être que la vraie victoire, ce n'est pas celle du Maroc, c'est celle d'un gamin de Creil qui a toujours eu un temps d'avance sur tout et qui a toujours refusé de se précipiter pour avancer étape par étape. Moi en tout cas, je pense que ce n'est que le début. Et toi, tu penses qu'il pourra aller jusqu'où ?